La Corse est une montagne dans la mer. Une île rocheuse aux flancs très escarpés, dont l'altitude moyenne avoisine 600 mètres. Les plaines sont rares et le relief s'élève rapidement vers le centre, où les sommets dépassent aisément les 2000 mètres, formant une longue épine dorsale qui traverse toute l'île du nord au sud. De part et d'autre de ces crêtes, règne une nature sauvage presque immaculée, faite de vallées étroites et de massifs élancés, parcourus par des centaines de cours d'eau torrentiels qui abreuvent une végétation forestière luxuriante. Dans ce paysage primaire, où arbres et rochers évoquent naturellement la genèse du monde, les traces d'une activité humaine se font des plus discrètes, se limitant à quelques ouvrages de pierre, dissimulés sous les frondaisons. Ce sont des ouvrages pour la plupart anciens et abandonnés, datant d'une époque révolue où les hommes vivaient en harmonie avec ces montagnes isolées. Une époque où les communautés cherchaient refuge loin des rivages exposés aux maux de la guerre et acceptaient l'inconfort d'un mode de vie rudimentaire, rythmé par les cycles de la nature. Paul, on devrait faire de belles photos ou de beaux clichés parfois, plutôt que des dessins, tu trouves pas? Ah, je veux parler de mes gravures. Hein, toi, tu penses qu'il vaut mieux que j'insère des photos dans mon mémoire que de faire des croquis par la plume d'un artiste. Mais enfin, les photos, c'est basique, hein. Ça, oui, c'est plus authentique. Et ça permet, en fait, d'illustrer mon ouvrage. C'est quand même rare de voir des ponts génois aussi haut en altitude. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Et surtout dans des coins perdus comme celui-ci, hein, en plein milieu de la forêt de Tartage. Et puis celui-ci, c'est mon préféré. Il est magnifique et très joli. Et puis il m'inspire. J'ai l'inspiration. Après, je te montre, hein. En même temps, ce pont-là, il est très important. En fait, il relie deux vallées. La vallée de la Tartage à la vallée d'Asco. Il est sur un carrefour de voies de communication importantes, puisque derrière, tu as la Balagne, donc tout était relié. Et celui-ci, comme la majeure partie des ponts génois, eh bien, il a été construit autour du XVe siècle. Il n'y a pas de pont romain dans l'île, non? Je crois pas. À ma connaissance, non. Bah, en même temps, tu sais, les voies romaines en Corse, il n'y en avait pas des masses, hein. Et même en Italie continentale, hein, ben, il y avait quelques grands ponts sur les grandes voies de communication, tu sais, comme la Via Appia, la Via Aurelia. Là, tu pouvais les trouver. Mais les ponts avant, ils étaient en bois. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Les ponts avant, ils étaient en bois. Hein? Le pont en bois. En bois, le pont en bois. Ah, le bois! Oui. Oui. Et le problème du bois, c'est qu'à la moindre crue, eh ben, il fallait tout reconstruire. Ah mais c'est plus fragile, oui. Eh oui, parce que là, t'imagines, il arrive une vague, elle t'emporte le pont, et le pont, tu le retrouvais en bas de la vallée. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, on est en montagne, et la source de cette rivière, qui est si calme aujourd'hui, là, on est vraiment en toute quiétude. Il faut s'imaginer, Tu vas me faire tomber. que là-haut, quand il pleut beaucoup, eh ben, ça descend en paquet. Hein. Et puis, Ah oui. l'hiver aussi, quand il y a la neige, ça peut poser des problèmes. Et du coup, avec la puissance de l'eau, tu te rends compte, les arbres et les troncs qui sont arrachés sur le passage viennent s'accumuler en dessous, et puis à un moment donné, Eh oui. le pont finit par exploser. D'où l'intérêt d'avoir construit ces ponts en dur, tout en pierre sèche. On le voit bien là sur mon croquis. Hein. En tout cas, il a bien souffert ce pont. Ouais. Regarde, tout le parapet est tombé à l'eau. Il reste encore quand même pas mal. Hein. Pas mal de pierres sur ce magnifique ouvrage
qui sera inscrit dans mes mémoires. Il est pas mal, hein? Et puis tu sais, ces vieilles voies de communication, elles étaient importantes hein, pour les passants et surtout pour le commerce à l'époque. Les Génois l'avaient bien compris et donc ils les ont construits. T'imagines là, on venait de Balagne, on fabriquait de l'huile d'olive qu'on échangeait avec le fromage d'Ascq ou encore on échangeait même les troupeaux qui étaient vendus un peu partout, en Tartagine, jusqu'au Niolo, les saucissons, même le gibier à l'époque. Mais d'ailleurs, regarde, tu devrais dessiner un petit troupeau de chèvres qui passe par-dessus. Eh, Ça serait beau, tiens. eh oui, les chèvres qui transhumaient par le pont de la Tartage. Chèvres, brebis, vaches, cochons. On peut tout mettre sur le pont. Hein. Mais après, on ne voit plus le pont. On voit que des cornes qui passent dessus. Remarque. Non. Par contre, l'eau, tu devrais la faire un peu moins bleue, hein, parce que c'est pas bleu. Eh, mais les illustrations dans les croquis, eh ben, les rivières sont faites en bleu. Parce que si tu mets tout en vert, là, avec la végétation, tu ne comprendras plus rien. Allez, faut pas oublier la signature. C'est important. Ah. Ah. Très bien. Mais c'est pas mal. Paul et son âme d'artiste. C'est vrai que ce pont génois habille à merveille ce paysage de carte postale. Lui, qui trône fièrement sur ces rochers comme un symbole puissant. Car comme tu le dis si bien, Paul, ces ouvrages en pierre ne sont pas que des chefs-d'œuvre oubliés. Ils évoquent surtout les indispensables liens qui reliaient les différentes vallées intérieures de l'île, soutenant les routes qui permettaient jadis aux habitants de ces contrées perdues de circuler dans ces montagnes et d'agrémenter leur quotidien des produits du commerce. Les troupeaux empruntaient ces chemins, mais aussi les mules chargées de blé, d'huile, de vin, d'étoffes et de 1000 autres produits nécessaires au quotidien. Car ces belles montagnes n'ont pas toujours été aussi désertes qu'elles le paraissent aujourd'hui. Bien sûr, la neige hivernale empêchait les déplacements durant les mois les plus froids de l'année. Mais sitôt le printemps revenu, les routes qui sillonnent ces massifs se chargeaient d'hommes et d'animaux qui allaient et venaient entre les villages, connectant les communautés entre elles, du centre de l'île et jusqu'aux zones littorales. Mais au fait, tu as prévu un passage sur les animaux dans ton mémoire? Et j'en ai prévu un pavé. Ah. Mais ça va pas être facile pour l'observation, ça, non? Oh, Karine, tu me connais. Tu sais combien je suis en harmonie avec la nature. Ah, ça, Je oui. me cache, mais on va se cacher. Et à deux, on va ne faire qu'un avec la nature. L'observation, c'est sans problème. Azaï. Les mouflons, c'est pas trop difficile à voir? Les mouflons. Je connais de ces pierriers, on les voit monter en lacets par centaines. Alors il y a plein de femelles, mais il y a de ces mâles avec des cornes toutes recourbées comme ça. Tu vois ça, c'est magnifique. J'adore. Les sangliers, on est barlés, mais viennent te manger dans les mains. Et les cerfs, à chaque fois que je fais des sorties, bon, je connais les cachettes, hein, les coins secrets, j'en vois tout le temps, par dizaines, des fois un ou deux biches par-ci, des jeunes, et aussi des mâles avec ces cornes. Puis le détail des cornes, c'est exceptionnel. Et les oiseaux, l'aigle royal, je le rencontre parce que je connais tous les pitons rocheux, là, je sais où se trouvent les nids. Et j'y pas été barbu. Ouh, j'en connais. Et les renards?
Bravo, tu l'as fait fuir. Eh ben, écoute, on n'a qu'à écrire au détour d'un chemin. Nous rencontrâmes le renard roux. Tu sais quoi? Peut-être qu'on va retomber dessus. Parce que le renard, c'est un petit curieux. Alors il risque de revenir pour nous observer. Oui, c'est comme si le renard allait revenir nous voir et nous suivre tout au long du sentier. Et d'ailleurs, Afakauga, Moumi, regarde. Petit malin. Ça sert à rien de parler doucement, tu vas le faire fuir. Comme elle est belle. C'est vrai qu'il n'est pas farouche celui-là. Eh non. Il est magnifique. Regarde ce pelage roux, gris. Au Mouzoulongo. Il a la queue, tu as vu comme elle est touffue, elle est magnifique. Ah. J'aimerais bien l'entendre crier, c'est assez particulier. Tu sais que le renard, il fait des vocalises. On lui en dénombre à peu près une trentaine, parce qu'il crie, il glappe, hein. Aussi, il sait même aboyer, et aussi cliqueter, et japper. Il fait pas mal de sons, hein. Et il paraîtrait que chaque renard aurait une voix différente. C'est fou. Mais ça doit être un mâle, un mâle adulte. Et il est assez grand. C'est assez étrange quand il crie comme ça la nuit, ça fait des cris, comme des cris d'enfant, c'est bizarre. Et puis c'est rare de le voir de jour. Hein. Mais ils sortent la nuit pour se nourrir, non? Ouais. Il va chercher ses proies, les lapins, les petits rats, les petites musaraignes. Et il aime aussi, par-dessus tout, le ver de terre. Tu sais, par nuit chaude et humide, les vers de terre, ils vont sortir et lui... Moi, ce qui me fait rire, c'est sa manière d'uriner. parce qu'il y a les jeunes et les femelles dominées font pipi comme ça. Bah, comme les chiens. Ouais, mais par contre, les femelles dominantes et les mâles... Tu imagines la femelle? Non. Ah oui, oui. Et attends, lui, il rigole pas, il croit qu'on se moque de lui. Il a quand même une drôle de façon de nous observer, non? On se guarde, diavolo. Peut-être qu'il a faim. C'est impressionnant, hein. Et moi, je crois qu'il vaut mieux continuer notre chemin. Tu aurais pu quand même en profiter pour faire un dessin. Oui, sûrement pas. Hein. Prochaine fois. Hein. Va, je vais vous régler ça. Goupil le renard n'est pas très craintif aujourd'hui. Mais cela n'est guère surprenant, car c'est un animal qui s'apprivoise très bien. D'ailleurs, ce sont les populations préhistoriques qui l'ont introduit en Corse, il y a 8 ou 9 000 ans. Car le renard n'est pas originaire de l'île. On pense même qu'il y est venu comme petit animal domestique pour aider les hommes à lutter contre les rongeurs qui menaçaient les récoltes. Comme tant d'autres animaux introduits par les hommes, les renards ont regagné leur liberté dans cette île sauvage, rejoignant les mouflons, les cerfs, les chats, les loirs ou les rats noirs, dans ces massifs forestiers inextricables, au cœur de la montagne insulaire. C'est pas étonnant que j'ai mal aux pieds. Regarde ça, ce qu'il y a dans les chaussures. Des cailloux partout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es blessé? Et j'aurais pu me taillader le talon. Regarde ça, ce qu'il y a. Et dire qu'un caillou comme ça peut détruire un roc comme moi. Qu'est-ce que tu dis? Je disais qu'un caillou de cette taille peut détruire un roc comme moi. Il est tout petit ce caillou. Ouais, c'est quand même un rocher dans la chaussure. Hein. Oh. Enfin, si tu avais mis des chaussures hautes, ça serait pas arrivé, ça. Ouais, mais je peux pas. Je supporte mal les chaussures hautes. Parce que j'ai les gros os, j'ai les chevilles qui enflent et je peux pas mettre ces chaussures-là. Moi, j'ai des chaussures légères, elles respirent mieux. En fait, tu imagines s'il fallait remonter le temps. Tu aurais été bien mal en point, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces baskets. Les gens montaient en quoi? En sandales de corde. Avoir ces massifs, tout à fait remarquable.
Je pensais pas qu'à cette époque, ils s'aventuraient dans les montagnes aussi hautes. Détrompe-toi, ma chère. Tu sais que tous les sentiers de montagne, ils étaient parcourus depuis la nuit des temps par les passants. Tu avais les fugitifs qui se cachaient dans les montagnes, les moines qui priaient à l'air libre, et aussi les évêques, parce qu'ici, sans partir ou à traverser tout le Junsan avec des sandales de corde. Enfin, tu crois que Samparteo avait traversé toute la forêt de Tartagine en sandales? Enfin, Samparteo, c'était un évêque très important. C'était un des premiers évêques de Marianne au 5e siècle. Oui, mais avant d'être évêque, il est passé par là. Ouais. Ça, c'est Mérimée qui le dit. Et Mérimée, qu'est-ce qu'il en savait, Mérimée? Bon, enfin, Mérimée, il a fait des études, des recherches. Ouais. Comment ça va, les pieds? Ça va mieux. Mérimée. Et Eh bien, Mérimée nous raconte que Samparteo, lorsqu'il s'est enfui d'Afrique du Nord, parce qu'il y avait les Vandales quand même, qui avaient complètement envahi la région dans laquelle il était, il s'est exilé en Corse et il est devenu un des premiers évangélistes de l'île. Et c'est vrai que, bon, moi j'en suis sûr, hein, mais il y a de fortes chances qu'il soit venu ici. D'ailleurs, il y a plusieurs versions, et il y en a une qui a été émise par la célèbre archéologue Morakini Mazel, qui dit que Samparteo serait le premier saint africain à être venu ici, en Corse. Non. Mais après, il y a plusieurs histoires, il y a d'autres versions, et notamment une légende comme quoi Samparteo serait parti de Carthage, et pas tout seul. Hein. Il aurait fui les persécutions chrétiennes, à l'époque sous le règne de Dioclétien, qui était très très dur, et là il serait parti avec ses compagnons. Il y avait Domidio, Severino, Partenope et Santa Restitude. Il serait venu ici même en Corse, hein, c'était les premiers chrétiens rapatriés. Et là, ils auraient traversé le Junsan pour se rendre en Balagne et ils auraient été martyrisés. Et ça, c'était en 310. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas qu'il y ait plusieurs sanctuaires qui leur sont dédiés. C'est pour ça que Samparteo était très important. Et moi, de tout ça, je vais tout noter. Je vais écrire mes mémoires sur la montagne, Samparteo, les sarcophages, et aussi sur la marche pieds nus, par exemple. Très original. Comment marcher pieds nus sur les barres rocheuses et dans les forêts d'épineux. Ouais. J'ai hâte de voir ça, tiens. Andiamo, allez, attipemo. Hop là. Oh, oui. Ah, tu vois, ça commence. Mets tes chaussures. Et non, t'inquiète, ça va le faire. C'est juste une question de pratique et d'équilibre. Tu sais quoi, on devrait inventer une comptine. Une comptine. Tiens, tu as raison. On va faire la comptine de l'enfant qui marchait pieds nus et de la fille au gros godillot. Mais bon, moi comme ça, j'ai pas mal aux pieds au moins. Bah non. Mon pauvre Paul, je ne suis pas sûre que tu ailles bien loin ainsi déchaussé. Mais je sais que tu fanfaronnes et qu'à la prochaine pause, tu remettras bien vite tes chaussures si protectrices. Car tu sais mieux que quiconque toute l'hostilité de cette montagne insulaire, faite de pentes raides, d'éboulis et de tapis d'épines, qu'il faut sans cesse vaincre pour avancer. Tu connais mieux que quiconque l'histoire de ces sommets escarpés, dont l'ascension a toujours relevé d'un véritable exploit. En réalité, nombre de ces pointes arides et de ces parois verticales ont véritablement été conquises au début du XXe siècle, à l'époque où l'alpinisme devenait un sport populaire. Ce sont ces alpinistes chevronnés, entraînés et bien équipés, qui se sont aventurés les premiers sur ces crêtes que nul berger, nul montagnard n'avait jamais osé défier. Karine, qu'est-ce que tu en penses si je rajoutais une note sur ce fameux Capo Dante? Parce que tous ces pics que l'on a devant nous sont quand même chargés d'histoire. Hein. Ce serait bien. Bah, à vrai dire, ça pourrait être assez intéressant.
C'est vrai qu'il y a de très belles histoires sur les débuts de l'alpinisme en Corse. Et puis en plus, ça coïncide avec l'arrivée des Anglais à la fin du 19e siècle. Ça pourrait donner un petit côté exotique. Les alpinistes, bon, les Anglais, eux, ont commencé par les massifs du Sud, hein, surtout vers le Monte d'Oro. Ici, tout débuta avec deux jeunes hommes. Alors, un, il s'appelait Alf Bryan et l'autre, George Finch. Alors, le premier, eh bien, il était norvégien et le second, gallois. Rien à voir avec les Anglais, il faut faire la différence. Comme le monde est petit, Finch, le célèbre Finch, celui qui a participé à l'expédition sur l'Everest. Et oui, la fameuse expédition de 1922, hein, qui ne leur permit pas d'ailleurs de gravir le sommet du plus haut du monde. Bon, ils ont quand même fait la moitié, mais à l'époque, eh bien, ces deux jeunes alpinistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont testé les premières bouteilles d'oxygène. Enfin, Finch, il était quand même assez ingénieux, hein. Déjà, c'était un ingénieur. Il était professeur de physique dans une université à Londres. Quant à Bryan, lui, eh bien, il était dans une école de polytechnique à Zurich. Et ils avaient tous les deux la passion, bien sûr, de l'alpinisme. Ils sont devenus amis. Et un beau jour, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? On irait peut-être visiter cette île au milieu de la Méditerranée. Et ils débarquent ici en 1906. Ils arrivent à Bastia et ils s'attaquent au Cap Corse. Bon, c'était facile, mais ils ont quand même gravi le Monte Testelo et la Cime di Volice. Et ensuite, ils sont venus jusqu'en Balagne à pied. Ils sont arrivés par ici et là, ils se sont dit, cette montagne-là, eh ben, on va la gravir. Ils ont jeté leur dévolu sur le Capo d'Ento. Et ils l'ont fait. Hein. Tu imagines? C'est intéressant toutes ces anecdotes. Ouais. Tu te rends compte un peu à cette époque aussi lointaine, des étrangers, enfin je veux dire, ils sont venus ici jusqu'en Corse pour gravir nos montagnes. C'est quand même fou. Bon, la Corse était connue. Et puis, ils ne se sont pas arrêtés là. Hein. Ils ont continué vers le sud. Ils voulaient aller vers le massif du Cinto. Et ils ont gravi la Punta Minuda et aussi la Paglia Oro. D'ailleurs, sur la Paille, eh ben, tu as une voie qui s'appelle la voie Finch. Mais ici, au tout début de l'île, eh ben, on peut dire que le Capo d'Ento, il symbolise le véritable début de l'alpinisme en Corse. Hein. Ou Dente, on dirait une grosse molaire. Ouais. C'est quand même très impressionnant. Et puis de toute manière, quand tu veux parcourir le monde, quand tu veux faire l'aventurier pour découvrir les hautes montagnes de notre planète, eh bien, dans un premier temps, tu t'entraînes ici en Corse. Hein, parce qu'on a de nombreux sommets à plus de 2000 mètres. Et ils sont venus là, comme tout aventurier, comme nous. Voilà, ça c'est bien. Il me reste encore plein à faire. Hein. Ah oui. Il y a Biaquet, petit genévrier. Hop. Bon allez Paul, tu viens? Paul? Je te trouve bien pensif tout à coup. Ouais, c'est à chaque fois la même chose. Quand il faut redescendre, je suis triste de quitter la montagne, la nature sauvage, les plantes. C'est tout moi, ça. Mais enfin, on va revenir. Ouais, dur, hein? Il faut pas te mettre dans cet état-là. Puis de toute façon, on va pas rester bloqué sur ce col-là. Si ça se trouve, on va se faire prendre par la neige. Tu vois, c'est là-bas qu'il faut aller. Le sentier de la grande randonnée. Eh oui, et la vie, ce sont des chemins, des sentiers. Parce que soit on fait le choix de descendre à Calvi, là-bas, où il y a la civilisation, le monde, ou alors on prend le chemin qui nous conduit vers la grande randonnée. Eh, le choix est vite fait, on va boire un cocktail à Calvi. Tu vas voir, en plus, je connais un endroit où ils sont vraiment très très bien, avec toute ta tristesse, ta mélancolie, tout ça, tous ces pâturages, ces montagnes, tu vas vite oublier. Les cocktails, qui tente le sentier du cocktail? On va prendre le sentier de l'aventure, Karine. Bah, non. Ah oui, tu verras. Ah, on n'est même pas préparé. Mais c'est pas grave. La grande randonnée, Karine, la grande randonnée.
très très longue. Ah oui, très longue. Allons. Mais oui, la grande randonnée, les amis. C'est un sentier mythique qui traverse toute l'île du nord au sud par le chemin des crêtes. C'est un sentier magique qui passe par les plus hauts sommets insulaires et offre des vues panoramiques exceptionnelles. C'est en réalité bien plus qu'un sentier. C'est une vraie aventure humaine dans un paysage grandiose. Au début des années 70, un Français, Michel Fabricant, publia les premiers véritables tracés d'un sentier de grande randonnée, traversant la Corse du nord au sud sur les crêtes de l'île. Ce tracé reprenait en réalité de très nombreux parcours déjà publiés au cours des décennies précédentes, mais Michel Fabricant lui donna un nom aujourd'hui célèbre, le GR20. Ce sentier renommé recoupe de très nombreux chemins empruntés jadis par les montagnards et les bergers, qui n'hésitaient pas à affronter les dangers de la montagne, le froid, la pluie, la foudre, pour contourner les reliefs très accidentés de la Corse et s'éviter de longs et périlleux détours dans les vallées encaissées au pied de ces massifs. Ils empruntaient ces voies en période surtout estivale pour amener les troupeaux vers les estives d'altitude, mais aussi pour traverser la Corse et circuler entre le centre de l'île et les zones côtières. Ces chemins étaient également des routes de contrebande, où se pressaient les hors-la-loi et tous ceux qui fuyaient la justice des villes, implantés en domaine littoral. C'étaient des chemins sans surveillance, où se croisaient toutes sortes d'individus épris de liberté. L'aventurier de chichi n'en a pas, hein. Fais pas de blabla. Et tu sais ce que c'est un vrai aventurier? Bon, c'est un intrépide. Oui, si on veut. Mais avant toute chose, il faut qu'il ait du physique, tu vois, qu'il soit quand même taillé pour la montagne, qu'il ait un corps d'athlète comme moi. Le pied alpin pour bien s'agripper sur les rochers. Parfois, il faut qu'il se mette en danger face à la nature hostile, qu'il aime tant, mais qu'il connaît très bien. Et surtout, avoir un certain raffinement rustique. Un raffinement rustique, c'est nouveau ça. Et s'il est né dans la nature, c'est encore mieux. Ça, c'est le vrai aventurier. Oui, c'est une façon de voir les choses. Bien, tu vois, dans ta définition, je retiendrai le mot raffinement. Prends par exemple Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Et qu'est-ce qu'il en sait de l'aventure, Guy de Maupassant? Oui, c'était un aventurier. Issu d'une famille aristocratique de Lorraine, il était élégant et raffiné. Et c'était même un navigateur hors pair. Et en plus, il avait le pied sûr. Oui, le pied alpin. Oui, ça. Enfin, tu sais bien que Maupassant était un grand voyageur. Il a parcouru l'Afrique du Nord, il a parcouru la Sicile. Oui. Il a même bravé les volcans. Ça, c'est pas faux. Et quand il est venu en Corse visiter sa mère, tu crois qu'il est resté dans la petite station balnéaire d'Ajaccio? Probablement, il a dû boire des centaines de cafés à Ajaccio, tout comme à Piran, hein, plutôt que d'aller en montagne. Mais non, c'était un véritable aventurier, lui. Oui. Quand il est venu en Corse, il s'est fait aider de bergers. Par la suite, il a même lié d'amitié avec des bergers qui lui avaient servi de guide. Et quand il est arrivé ici, il a dit, je cite, « Voilà donc cette tempête de montagne, cet univers de chaos. » Et c'est tout ce qu'il a dit sur le siècle de Boniface. Non, il a dit que ces montagnes formaient des vagues, les vagues d'une mer déchaînée. Il aurait dû dire plutôt que le cirque de Boniface était une petite dépression au milieu des crêtes de la montagne insulaire. Ça, oui. Oui, mais il a dit d'une manière plus littéraire, plus romancée. Les gens qui disent des romans n'ont pas forcément envie d'avoir des explications scientifiques. Oui, mais il était important de dire comment la Corse est venue jusqu'ici. La Corse s'est détachée avec la Sardaigne du continent, du sud de la France. Elle a dérivé et elle s'est posée ici à l'emplacement actuel. Et en même temps, il était obligé de parler du mouvement tectonique. C'était prodigieux, ça, tout était à noter. Mais tout le monde sait que la Corse et la Sardaigne sont détachés du continent. Ce qui est intriguant, c'est que de si gros morceaux de continent est dérivé sur les flots. Après tout, la Corse est quand même bien accrochée au fond de la mer. Oui, mais ça. On s'imagine que c'est une faille qui s'élargit. Tu prends par exemple la formation de la Terre. Au milieu, tu as le noyau, c'est liquide, donc c'est le magma. Au-dessus,
tu as des plaques. Soit elles se touchent, soit elles se chevauchent. Donc, regarde, tu regardes mes mains comme ça. Oui. Ou plutôt, tiens, des pierres, c'est mieux. Tu prends 2 plaques, ok? Elles se chevauchent. Celle-ci, elle va appuyer sur l'autre. Donc, elle va plonger dans les profondeurs, elle va s'élargir. Et là, en s'élargissant, ça va creuser un bassin maritime. Ça va créer la mer. Eh oui. À l'inverse, si la plaque du dessous pousse la plaque du dessus, clac, ça va faire les montagnes. Les hautes montagnes de Corse. Eh oui, schématiquement, c'est ça. En même temps, le relief, plus tard, il va se redresser. Et là, qui va donner, en fait, tous ces pics et ces crevasses. Il y a plein de pics, toutes ces vagues de pics avec ces crevasses par-ci, par-là qui nous entourent. Et par endroits, tu as un gros effondrement, le cirque. Et Guitou, il a raison de parler de vagues, parce que c'est un phénomène qui s'est produit très rapidement, comme une sorte de vague qui a balayé comme ça, qui est passée à travers. Ce qui te montre que par endroits, tu as tous ces pics et ces crevasses, et après, ça a tendance à s'atténuer dans le prolongement. Ah oui, et c'est pour ça que les plus hautes montagnes se trouvent dans le nord de la Corse. C'est ça. Et c'est vrai que quand on descend vers le sud, vers la Sardaigne, le relief a tendance à diminuer, à s'adoucir. Ouais. Ça devient de plus en plus doux. Et par la suite, tu as des mouvements secondaires qui vont se faire. Alors ça va bouger un petit peu partout. Et c'est ça qui a donné naissance à l'île de Corse et aussi à la Sardaigne. Et ça, c'était important, c'était la base. Il aurait dû le noter dans son ouvrage. Oui, mais ce n'est pas un ouvrage scientifique, encore une fois. Oui, mais c'est ainsi que naquit la Corse. Mais tu disais quoi au sujet de ces beaux corps-là, des athlètes? Tu parles des aventuriers. Parce que dans la vie, il y a plusieurs profils humains. Bah oui. Oui, ils rencontrent de tout. Pour la montagne, alors, il y a plusieurs cas de figure. Donc il y a celui qui est une bestiace, tu vois, il est musclé partout, il a des pectoraux, des avant-bras qui font le double des miens, qui te déplace un roc. Mais par contre, quand il s'agit de marcher des kilomètres et des kilomètres, là, il est moyen, voire pas bon du tout. Ah, il tient pas celui-là. Ah, bon. Après, tu as celui qui est tout fin de corps, mais qui a des bonnes jambes, qui court, il va de rocher en rocher, tac, 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 tac. Il est très bon celui-là. Oui, sauf que si tu lui mets un sac à dos, il s'écroule totalement. Et pour finir, tu as celui qui est un peu comme moi, tu vois, un embonpoint positif, qui mange un peu de tout et partout. Celui-là, c'est le meilleur. Et pourquoi? Et pourquoi? Eh bien parce qu'il peut marcher des kilomètres et des kilomètres et rester des mois dans la nature. Quelle démonstration! N'est-ce pas, Karine? As-tu ainsi bien compris qu'un aventurier n'était pas un athlète, au corps sculpté par l'effort, mais un être robuste qui portait ses réserves autour de la taille pour se prémunir des périodes de disette? L'image me plaît bien en réalité, elle est rassurante. Car elle rend ce sentier des crêtes bien plus accessible au commun des mortels que ces roches acérées et ces cimes décharnées pourraient le laisser supposer de prime abord. Mais il est une donnée que Paul n'a pas évoquée et qui compte pour beaucoup dans le caractère aventurier, la volonté et la persévérance. À l'image de ces pins larichos qui s'accrochent coûte que coûte aux flancs abrupts de la montagne sans jamais faillir. Ce sont eux aussi de superbes aventuriers qui s'élancent sans peur à la conquête des sommets les plus effilés, résistant au vent, aux pluies et à la neige hivernale, dans une folle course pour la survie. Passamique, lui.
Ouais. Là, je crois que le passage est pas bon du tout. Hein. Va falloir en trouver un autre. Hein. Enfin, Paul, sois pas ridicule, on va passer par la passerelle. Non, passerelle, c'est pas sûr. Alors, où tu en es? Ben, écoute, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, tous les petits détails. Tout. Fabé. L'immortel des frimas. Elle est belle, hein? Castrovieroa frigida. C'est bien fait, hein? Famille Asteraceae. Voilà, maintenant il manque le contenu. Alors, le contenu, tu n'as qu'à mettre que la mourte en Corse, l'immortel des frimas, a été inventoriée par bon nombre de botanistes à partir du XXe siècle. Et le dernier qui a fait les inventaires en Corse, qui a parcouru toutes les montagnes de l'île parce qu'il aimait tant, c'était Jacques Gamizan. Et lui, il a répertorié 2092 plantes indigènes. Ah oui, quand même. Et oui, endémiques, sous-espèces, espèces, et dont 131 sont spécifiques à l'île. On va quand même rappeler que l'endémisme concerne la faune et la flore qui vivent vraiment dans des zones géographiques très précises. Oui, et la Corse en fait partie. Et il n'y a pas que la Corse, il y a même sa sœur, la Sardaigne. Parce que, comme tu le sais, la Corse et la Sardaigne se sont déplacées en même temps il y a 20 millions d'années au cours du Tertiaire moyen. Et là, on peut parler de plantes endémiques Kyrno-sardes. Ah, c'est joli ça. Oui. Et les plantes se trouveraient en Corse et en Sardaigne. Et dans le monde, c'est la chose unique. Et bellouche, hein? Regarde. Elle est délicate, je trouve, avec ses petits pétales secs. Ça ressemble un peu à l'Edelweiss. Ouais, belle fleur blanche. Et le plus impressionnant, ce sont ces petites feuilles qui sont toutes regroupées, les unes accolées aux autres, avec cette pilosité feutrée. Et là, elles se protègent des vents glaciaux qui règnent par ici. Ah oui, ça. Parce que c'est une plante qui pousse à partir de 1000 mètres d'altitude jusqu'à 2700 mètres. Hein. On va la retrouver sur les hauts sommets. Hein. Elle s'adapte à Gaucharé, là. Et puis en plus, elle va pousser, regarde, dans les infractuosités de la roche. Elle est vraiment exceptionnelle, cette plante. Hein. Et cette petite plante est vraiment très très ancienne parce qu'on dit qu'elle est paléo-endémique. Ben oui, t'imagines. Elle a quand même ses années hein, et ses siècles. Parce que si tu penses qu'en Corse ou ailleurs, il y a eu plusieurs périodes de glaciation. La dernière période a eu lieu il y a 16 000 ans. Donc il y avait de la glace, les plantes, elles ne pouvaient pas pousser dans la glace. Non. Donc elles se trouvaient là où il n'y avait pas de glace et où les températures elles étaient plus clémentes. Ce qui s'est passé, c'est que cette glace, elle a fondu. Il y a eu la fonte des glaces et la fonte des neiges. Et elle a libéré, cette fonte, toute une niche écologique. Et progressivement, eh bien, certaines plantes ont recolonisé la montagne et les hauts sommets. Elles sont remontées en altitude. Ouais. Alors il y a eu une période de glaciation, le climat qui se radoucit, fonte des glaces. Les plantes, elles bougent, elles descendent les étages. Et cette immortelle, elle pousse à l'étage montagnard et alpin. Phénoménal. Mais c'est vraiment bien adapté, elle est toute mignonne. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va descendre, on va passer par la passerelle. Ah, ou la passerelle plus tard. Il y a tellement de plantes à dessiner qu'on va continuer, hein. On va continuer notre inventaire. C'est terrible. Hein. Allez, allez. Quelle belle initiative, Paul. Un inventaire de la flore de cette montagne. Mais tu es bien sûr que cet engouement soudain pour les fleurs insulaires ne cache pas quelque chose? Elle est d'un bleu soutenu, d'un bleu d'azur de la couleur de tes yeux. Tu es poète maintenant, c'est nouveau. Assolutamente. La réponse Dante. Alors, la famille Campanulacée, bien sûr. Campanulacée.
Le nom scientifique. Ah, ça, je sais plus. Ah, bravo. Bah, ça arrive, hein. Je connais tellement que après. Tu sais que cette plante, elle est phénoménale quand même. Mm. Elle a une adaptation à la nature, c'est. Quand elle est à basse altitude, elle va rechercher l'ombre et la fraîcheur. Alors que sur les sommets, elle cherche un ensoleillement maximum. Mais surtout très mignonne, regarde, on dirait tout plein de petites cornes regroupées dans un pompon. Ah, c'est joli. Et on l'appelle réponse dentée parce qu'elle a les feuilles étroites et dentées. Et on dit qu'elle est stricte endémique de Corse. On la retrouve uniquement ici. Hein. Tussi la più magnifica. Et come tu sei carina. Dépêche-toi, on va passer par la passerelle. Je voulais passer par le guet. Ça suffit. Allez, tu vas voir, c'est vraiment pas si terrible. Allez. Non, on n'a qu'à trouver un autre passage. Non, c'est le plus court. Fais-moi confiance. Allez. Je me disais aussi, voilà pourquoi tu t'attardais sur les fleurs de cette montagne. La passerelle. Allez, tu vas doucement. Mets un pied devant l'autre, t'inquiète pas, ça va aller. De toute façon, on s'est fait pour, hein, la passerelle en même temps. J'ai dit plus jamais. Allez. Et dire que quand j'étais enfant, je passais en courant sur les passerelles. Ça sent la vieillesse. Hein. Ah bah écoute, ça c'était avant. Wow. Allez, courage, t'inquiète. Y a personne. Non, il n'y a personne. C'est pas comme si la passerelle de la Spacimat était un endroit super fréquenté. Parce que là, si on me voit, je suis à la rise. Hein. Ça bouge. Allez, avance. On aurait pu passer plus haut. Hein. Non, on passe par la passerelle et c'est tout. Tiens, regarde, on va faire quelque chose. Arrête-toi. Stop, stop. Viens, tourne, tourne. Là. 2 secondes. Attends que ça se stabilise. Là. Attends, regarde, je vais relever ton bandeau. Ouvre, regarde, là-haut. Regarde le paysage. Tu regardes pas en bas et ça va. Non, je peux pas. Bon, c'est un peu haut, c'est vrai. Et puis c'est vrai que ça bouge pas mal, je te l'accorde. Oui, en même temps, c'est le principe de la passerelle suspendue. Hein. Parce que là, ça aurait été mieux d'avoir un pont en bois, un pont. Hein. Ouvre les yeux. Parce qu'ici, il n'y a personne qui passe. Les anciens, ils ne passaient pas. Hein. Il n'y avait pas de charrette, pas d'âne, pas de mule, pas de berger en transhumance. Qu'est-ce qu'ils allaient faire ici? Il n'y a que du caillou. Moi, j'aurais préféré trouver un pont. Oui, mais bon, cette passerelle n'est pas quand même insurmontable. Quand même, dans les Andes, il y en a des beaucoup plus impressionnantes. Les Andes, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la plus grande que je connaisse est en Suisse. 500 mètres de long. Ah oui. Tu vois jamais la fin. Oui. Et puis ça doit bien secouer quand même. Oui, et en plus, elle est étroite, 65 cm. Et elle est longue et il y a un vide de 100 mètres. Wow. Jamais je me suis dit, je passerai plus jamais sur une passerelle. Bon, allez, mais regarde, on y est presque. Allez. Non, on y je va. peux pas. Je me suis juré. Parce qu'une fois, en Tasmanie, j'étais seul, une Tcheranie, il y avait une passerelle, t'as un Mentangin. Je passe seul, et là, comme ça, à l'envers, j'étais suspendu comme un cochon. Eh oui, je bougeais plus, j'arrivais plus. Tu sais combien de temps je suis resté? Non. 24 heures. C'est pas possible. Je criais, j'avais beau crier, personne. Il n'y avait là là. personne. Et là, tout d'un coup, une voix. Paul, sors-toi de ce pétrin. Prends la force. Et là, à force d'abdos, j'ai réussi à sortir. Et je suis passé. Et plus jamais, je me suis dit, plus jamais, je ne passerai sur une passerelle. Paul, Hein? t'as plus peur? Ah ouais, j'ai retrouvé mon pied d'enfant. Ah ben je vois ça. Non, Le arrête. pied d'enfant et l'esprit d'enfant. Alors, hein, On profite pas. fais-moi la maligne. Hein. Ça suffit. Allez. Ce décor vertigineux est des plus impressionnants, les amis.
j'en conviens. Mais que penser de ces arbres si courageux, qui s'accrochent aux parois les plus verticales comme des alpinistes aguerris? Ne sont-ils pas étonnants de volonté et d'abnégation? Regardez-les coloniser ces falaises jusqu'à leur impossible sommet, faisant fi du vide et de l'absence de terre sur ces pitons rocheux. Cela est tout simplement incroyable. Ces arbres ont-ils réellement conscience des dangers qu'ils surmontent? Peut-être pas, me direz-vous. Ils poussent là où le vent dépose leurs graines, s'accrochant irrésistiblement à la vie pour pouvoir à leur tour disséminer de nouvelles semences et s'approprier un peu plus encore le massif tout entier. Cela est vrai. Mais savez-vous que tous ces arbres sont aussi capables de communiquer entre eux? Cela a été pourtant démontré par la science, et l'on s'est aperçu que lorsqu'un prédateur ou une maladie nouvelle s'attaquait à une forêt, les végétaux étaient parfois capables de mutations pour résister au mal, et que ces mutations se propageaient alors sur de vastes étendues, devançant l'avancée du dit prédateur. De toute évidence, un tel exploit nécessite la transmission de l'information depuis les arbres contaminés vers d'autres, encore indemnes, témoignant par là même d'une forme de langage et d'une certaine conscience. Un de ces mystères de la nature qui nous est encore étranger. À l'ombre, au frais. Ici, c'est vraiment l'endroit idéal pour observer la nature. C'est vrai. Passe-moi le verre, tiens. Merci. C'est bizarre de voir les arbres comme ça d'en bas. On dirait que les troncs sont tout tordus. Moi, j'ai du mal avec la perspective parce que ces êtres vivants montent si haut dans les cieux que j'arrive pas à voir la cime. En fait, on prend jamais le temps de se poser tranquillement et de regarder les arbres de là. Enfin, moi, je le prends, hein, régulièrement, tranquille dans la nature, je leur parle, alors que le randonneur, lui, il marche. Il va d'un point A à un point B, sans s'arrêter. C'est vrai que des fois, les arbres doivent prendre les hommes pour des fous, un peu. Ouais, ils doivent poutailler depuis la nuit des temps, converser entre eux dans cette forêt de 3000 hectares. Un peu le vert, celui-là, un peu plus foncé. Ils parlent avec les autres espèces, avec le bouleau, ou encore avec le pin maritime qui se trouve un peu plus bas en altitude. Eh oui, mais là, c'est le pin d'Aricio. Lui, c'est vraiment l'emblème de la Corse. Milo. Il est beau, il est élancé et élégant. Il est vraiment en harmonie avec le décor vertical des montagnes, en fait. Ouais. Et on dit qu'il est endémique. Il est vraiment endémique? Alors, on peut le dire, mais tu sais que des pins laris, tu as les tas sauvages, on en rencontre ailleurs en Méditerranée. On en a un petit peu en Calabre et aussi en Sicile. Mais le plus beau, c'est le nôtre. Et il a une différence, c'est que les aiguilles sont un peu plus petites que celui de Corse. Ah, intéressant. En tous les cas, c'est de la même famille, c'est un pin noir. Hein. Mais le nostro è più bello. Et dire qu'on l'a tellement utilisé avant. On s'en servait pour faire des poteaux téléphoniques, pour des traverses de chemin de fer, pour des mâts de navires. Et ouais. L'homme s'est intéressé de très près. Ah ça. Les machines, les grandes scies, l'exploitation forestière. Elle a un petit peu souffert. Hein. D'ailleurs, on devrait parler un petit peu moins fort, parce que c'est quand même de ces congénères qu'on est en train de parler. Ces congénères qui ont été emportés par les hommes. Oui, mais ici, l'homme, comment tu veux qu'il arrive? Il peut pas monter, il va traverser la Spazimate ou escalader les montagnes. T'inquiète, t'inquiète. Tiens, prends celui-là. Essaye de pas trop lui montrer parce que on risquerait de se prendre une pomme de pain sur la tête. Mais non, ils nous connaissent, ils nous aiment. Un kikini.
Les pins larichos sont de toute évidence les véritables gardiens de la montagne insulaire. Ce sont des êtres forts et robustes qui s'élèvent des rochers avec une infinie majesté. Regardant du haut de leur panache à plus de 50 mètres de hauteur, les générations animales et humaines se succéder sur ce territoire. Ils imposent par leur taille et leur exceptionnelle longévité, évoquant en nous toute la sagesse d'un monde originel, incitant nos âmes chétives à faire preuve de la plus grande humilité. Et alors que je vous regarde, apaisé sous les branches protectrices d'un de ces géants de la montagne corse, je vous trouve à la fois beau et bien frêle, intrus toléré dans un monde prodigieux, aux dimensions surhumaines, taillé pour les dieux. Guy de Maupassant parlait d'une tempête de montagne et d'un monde encore en chaos lorsqu'il évoquait ces cimes du centre-nord de la Corse. L'image est poétique, mais elle rend bien compte de l'imbrication de ces sommets qui se dressent sans ordre, formant une forêt confuse de pics disparates. Depuis ces crêtes s'étendent des vallées étroites et encaissées, souvent recoupées par d'autres reliefs qui les isolent. Ces vallées suivent le parcours sinueux des torrents vigoureux qui entaillent les massifs depuis leur sommet, bondissant de cascades en piscines et de vasques en chutes d'eau, suivant inlassablement les mêmes chemins depuis des millénaires. Cette eau nourricière qui dévale les pentes de l'île est le sang de la terre, abreuvant une nature luxuriante qui ne saurait être sans cette manne céleste. Cette eau s'écoule, abondante, depuis les canyons étroits creusés dans la roche, jusqu'aux rivières sinueuses de blocs roulés et empilés qui se faufilent au cœur des massifs forestiers, et jusqu'aux puissants fleuves qui courent sur le littoral, alimentant ainsi toute l'île dans un cycle éternel. Ah, je prends l'énergie. Ah, je vis vraiment une histoire d'amour avec cette rivière. Ouais, bien. Depuis que je suis petit. Ah. Ah, et puis je vois un esprit caché dans le murmure de ces eaux, dans cette transparence, cette pureté, et aussi dans leur température. Hein. Tantôt froide, tantôt gelée, voire même glaciale et jamais chaude. Hein. Et tu vois, ces propriétés-là de l'eau, associées aux vertus thérapeutiques des minéraux, eh bien, ça attribue à cette eau une force et une valeur sacrée. Et puis dans un endroit pareil, idyllique comme celui-ci, sous un pont magnifique, que du bonheur. C'est vrai qu'il est vraiment très beau ce pont. Pour moi, c'est de loin le plus joli. Un véritable pont de carte postale d'ailleurs. C'est le pont le plus connu. Il a été construit par les Génois au XVe siècle, comme d'ailleurs d'autres ponts qui se trouvent dans les vallées perdues. Et avant celui-ci, il y avait une passerelle en bois qu'empruntaient les bergers qui transhumaient direction Courche, le Niolo. C'est vraiment très joli. Mais dis-moi, elle est pas un peu fraîche là, cette eau? 14, 15 degrés. Ah oui, d'accord. Je pensais pas que c'était si peu. Mais bon, avec le soleil, ça le fait. Et tu sais,
c'est vrai qu'en montagne, on s'adapte à la température fraîche. Alors que dans l'eau de mer, à 15 degrés, je me baigne pas. Hein. Non, mais bon, avec les vagues, le brassage, la profondeur, ça n'a rien à voir. Moi, je vais te dire, je suis très bien ici, allongée sur cette pierre. Vraiment. Et puis en plus, je pense que c'est vraiment d'ici qu'on voit le mieux le pont. Tu lézardes. Et moi, je truitelle. Je suis toujours intriguée de voir ces ponts génois construits dans des endroits aussi reculés. Parce qu'après tout, on dit que les Génois ont investi à minima dans l'île, mais enfin, là, on est quand même très très loin des villes. Oui, les Génois, ils se sont intéressés, on va dire, au littoral. Ils ont construit leur base, leur citadelle. En même temps, le terrain il était plus propice à cultiver, jusqu'aux contreforts montagneux. Et ce qui les intéressait par-dessus tout, c'était les voies de communication maritime. Ouais. Et bien sûr, l'intérieur, le centre de l'île, ils ne pouvaient pas trop le délaisser parce qu'il y avait des seigneurs locaux. Et il fallait les contrôler et les surveiller. Et à compter du XVe siècle, la République de Gênes décide en fait, de mettre un terme à la féodalité dans l'île. Et ils vont construire à l'intérieur ces ouvrages, à la fois aussi pour faire passer des marchandises, mais aussi et surtout pour contrôler. Mais bon, j'imagine que les productions ici étaient assez réduites. Est-ce qu'ils devaient faire un peu de troc? Ils devaient s'échanger de la laine, des fromages, de la charcuterie. Enfin, rien qui justifiait réellement la construction d'un pont en pierre par là. C'est vrai qu'à l'intérieur des terres, les communautés, elles étaient généralement pauvres. Il y avait quelques personnes qui avaient de toutes petites richesses. À l'inverse, sur le littoral, là, tu avais des notables qui étaient riches. Mais il y avait quand même des productions, hein. Des productions qui suffisaient aux populations pour se nourrir. Et donc, ils échangeaient, ils faisaient du troc, de vallée à vallée. Et les bergers transhumaient avec toutes ces marchandises, ces petits convois. Et ils vendaient par-ci, par-là, de village en village. Alors tu vois, on dit toujours les Génois par-ci, les Génois par-là. Mais n'empêche qu'à un moment donné, heureusement qu'ils étaient là, les Génois. Si tu le dis. Mais c'est vrai que sans les Génois, sans ces constructeurs remarquables, on n'aurait pas ces ouvrages qui tiennent encore debout aujourd'hui. Eh ben voilà. Tu crois qu'ils prenaient le temps de se baigner quand ils construisaient les ponts? Oh, je pense pas. Hein. Pourquoi pas? À l'époque, la nage, c'était pas un loisir. Hein. Ouais, remarque. Et puis, ils ne savaient pas trop nager. Hein. Quoique certains, ils étaient marins. Hein. Donc, ils savaient ils avaient quelques techniques de nage. Ils devaient faire la marinière. Qu'est-ce que c'est que ça, la marinière? La marinière, c'était l'ancêtre de la brasse. Ouais. Et comme ça, non, ils devaient nager comme ça. Ou sinon, la nage du Géris. La nage du Géris. Comme ça. Ils étaient légers, les Génois. Mais enfin, ça sert à rien, j'avance même pas. Ah. Ah. Oh. C'est vrai que les Génois ont mis en place les premières infrastructures de l'île, les premières routes et les premiers ponts, et qu'on leur doit notamment tout un réseau de ponts en dos d'âne tout à fait remarquable. Mais leur ambition n'était pas tant de plaire au peuple que de contrôler l'ensemble du territoire et d'y faire régner l'ordre et la justice. Les évêques, missionnaires des hommes d'église, pour évangéliser jusqu'aux plus petites communautés perdues dans cette immensité minérale, afin de rassembler les brebis égarées sous l'autorité de Dieu et de la République. Ces ponts de pierre et ces routes permettaient le passage des mulets et des troupeaux, mais aussi des cavaliers de la République génoise. Et les percepteurs n'oubliaient pas d'aller prélever l'impôt jusque dans les foyers les plus isolés. Ce qui avait été un temps une zone de refuge contre les envahisseurs devint au fil du temps un simple territoire rural, administré.
belli frutti, le più bello di tutti. Questo è cacco. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est encore moi. Oh, che tocci! Come li so pinti! Oh. Aïe, aïe, aïe. Alors? Mais tu ne m'as toujours pas dit ce qu'on allait faire de ces baies de genévrier. Tiens que ça. Bah, pour le moment, oui. Ça m'étonne pas, tu fais que bailler aux corneilles. Non, je ramasse. Moi j'ai le sac à dos plein, et regarde. Ne me dis pas que c'est pour mettre dans le pâté encore. Alors, le pâté, basta, maintenant la ligne. Bon, on aurait pu les mettre, hein, les baies de genévrier dans le pâté, hein, ça donne un goût. On pouvait mettre aussi de la myrte dans le pâté. Ou alors faire de la bonne liqueur de baies de genévrier, comme faisait Pépé. Mais moi, j'ai entendu dire au Moyen-Âge qu'on en faisait une sorte d'élixir. Eh. C'était comme une infusion qu'on servait à la table des seigneurs. Tu sais, quand ils mangeaient bien gras, bien riche. En fait, ça aidait à la digestion. C'est dit ciao, ou bronzo maillot, les bourquis. Mais nous, on n'en a pas besoin. On a une hygiène de vie exemplaire. Parfaite. Eh oui. Sinon, il faut qu'on se trouve un four. Pourquoi faire un four? Eh bien, au lieu de prendre les baies, on coupe des bûchettes. On va mettre un peu de bois en préparation, on laisse bien chauffer. On met les bûches de genévrier, on attend, il ne faut pas qu'il y ait d'oxygène. Et après, on va récupérer la sève. Et on va la mélanger avec du savon et on se badigeonne les cheveux et le corps. Et comme ça, si on rencontre à Jimmy à la punaise de lit, on ne craint rien. Fouille. Ah, bah c'est une très bonne chose, ça. Eh oui. Et moi, il m'en faut beaucoup, hein, parce que là, j'en ai pas assez quand même. Mais pourquoi il t'en faut tant? Qu'est-ce qu'on va faire? Il m'en faut tant parce que je fais quelque chose d'unique. Unique au monde. J'ai hâte de voir ça. C'est Ugine Pornero. Qu'est-ce que c'est? Ça, une révélation. Mon parfum nature. Ah oui, il m'en faut des quantités pour faire une petite fiole comme ça. Ça sent fort. Avec ça, c'est la classe. Quand tu rencontres une randonneuse qui vient du bout du monde, elle arrive. Oh Paul, tu sens terriblement bon. C'est un parfum de légèreté. Waouh, tu es naturel toi, hein? Ah oui, Et bien là, sûr. c'est dans la boîte. Écoute, oh là là, ça sent trop fort. Je te Voilà. laisse avec ton genévrier, je vais plutôt ramasser la pivarée là. Isha abivari la puzza. Non, ça sent bon ça. Ils sont bons, hein? Et au di lago. Abivari la per moyenne bon, hein? C'est quand même plus délicat ça. Ah, Isha abivari là. La sarriette ou l'origan, mais aussi le thym, le romarin, la menthe, la marjolaine, la myrte. Le maquis corse cache en réalité bien des trésors culinaires pour ceux qui savent observer la nature. Il y a aussi beaucoup de plantes comestibles, autrefois consommées par les populations paysannes, en salade ou en soupe, ainsi que de très nombreuses plantes médicinales dont on a parfois oublié l'usage. Car durant des siècles et des siècles, les habitants de ces territoires isolés ne pouvaient compter que sur eux-mêmes et la nature environnante pour se soigner et subvenir aux besoins les plus élémentaires. Chaque plante, chaque baie, chaque bois avait sa propre utilité. On se servait ainsi du genévrier pour tailler les ustensiles de cuisine, notamment des cuillères, mais aussi pour fabriquer les piquets des enclos et des clôtures. On se servait du frêne ou du micocoulier pour confectionner les manches des outils et du majestueux palariccio pour tout ce qui concernait les charpentes, la menuiserie et les conduites d'eau.
On fabriquait aussi des torches de bois gras avec les bûches chargées de résine, tandis que le sapin était traditionnellement destiné à la confection de sithars et autres instruments de musique à cordes. Il y avait ainsi tout un savoir ancestral qui ordonnait la nature, réservant chacun de ses produits à des usages précis, qui ne laissaient rien au hasard. Un savoir souvent accompagné d'un discours empreint de magie ou de religion, et qui était en réalité destiné à en faciliter l'apprentissage et la transmission. Dans cette nature, sauvage mais généreuse, se trouvait aussi bon nombre de ressources alimentaires importantes pour les communautés. Certes, les troupeaux assuraient l'essentiel, notamment le lait et parfois la viande. Mais les animaux étaient des biens précieux qu'il fallait chérir. Et les populations préféraient souvent s'adonner à la chasse et à la pêche pour leurs besoins carnés. À cette époque, les forêts regorgeaient de gibier, de perdrix, de sangliers, de cerfs, et les cours d'eau étaient chargés de poissons jusqu'au torrent d'altitude. On y trouvait notamment la truite corse, un poisson qui, comme le saumon, remonte les cours d'eau et les torrents pour venir frayer dans les eaux froides des lacs glaciaires. Aujourd'hui, les rivières de Corse sont en grande partie vidées de leurs poissons, du fait de la surpêche, et il faut pénétrer les massifs les plus isolés pour retrouver un milieu naturel en partie préservé. Gobé. Ah. Bravo! Viens là, ma petite. Doucement. Ah. Hop, 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 hop. Elle est jolie! Et l'habitude, j'en prends des plus grosses. Hein. Celle-là, elle est petite. Hein. Ça me rappelle mon enfance. Oh, elle est toute brillante. Et puis, dans chaque trou, ogni botte ce n'è una. Il y en a une, voire plusieurs. Et les grosses, elles vont manger les petites. Et là, elles se mettent, souvent sous des rochers. Celle-là, elle était cachée là-bas, tu vois. J'ai bien regardé, je l'ai vu monter 2 fois sur des insectes parce qu'elle se cache à l'ombre, soit sur un rocher, soit en dessous d'une souche de pain à riche, ou des fois, il y a tu sais, les zones avec plein de racines, elle se met là et elle attend les proies. Et là, tu as des araignées, des fourmis, et puis tu as des mouches et des guêpes qui tombent, paf, elle tombe, et là, elle attend, et elle saute, elle surgit. Des fois, elle fait 1 mètre, tu entends, là, elle a fait un petit peu. Et après, elle prend la proie dans la bouche, et elle redescend, pour dévorer sa proie. Et elle peut monter en haut de ces cascades. Ah, celle-ci elle est un peu haute, hein, mais il y a des truites très agiles. Et elles vont remonter souvent les cours d'eau, hein, souvent en période de ponte. Hein, elles vont trouver des frayères en altitude. Regarde ça comme elle est belle, avec ses belles taches. Regarde, on les voit bien. Hein. Mais c'est pas la macrostigma, ça? Probablement que oui. Hein, mais après, c'est difficile hein, d'analyser. Hein. Tout le monde dit oui, c'est la macrostigma. Mais en Corse, dans les montagnes, il y a à la fois la fario et la macrostigma. Mais parce que la macrostigma qu'on trouve au Maghreb, c'est exactement la même. C'est vrai, surtout sur l'Atlas algérien et marocain, tu as la sous-espèce, enfin, la macrostigma du Maghreb, de l'Atlas, et la macrostigma ici chez nous de Corse. Bon, après, génétiquement, ça doit être pareil. Hein. Mais dis, on va la relâcher quand même. Eh bien oui, tu me connais. Je suis clément avec la nature. Hein. On va lui rendre la liberté. Et voilà,
Elle est partie. Ben quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est celle-là qu'on va mettre dans mon ouvrage. Enfin, elle est énorme. Eh ben, il est énorme. Tu as bien vu, hein, en 2 lancers comme ça, j'ai attrapé une truite. Hein, c'est celle que j'avais marquée là, en prévision, mais de celle que j'ai capturée ici dans le pot. Mais personne va te croire. À moi, un pêcheur né, une génération de pêcheurs, l'épaule, et personne ne va me croire. Ah non, c'est pas possible. Bon, maintenant, quelle mouche je vais prendre? Bah, ça dépend de ce que tu veux pêcher. Ben, la grosse. Ah oui. Ne te moque pas trop de Paul, ma chère Karine, car même s'il n'a pas capturé une truite aussi grosse qu'il en avait rêvé, il a manifestement montré de belles aptitudes à la pêche à la mouche, ce qui n'est pas donné à tout le monde. La pêche à la mouche est une pêche traditionnelle qu'aujourd'hui peu de pêcheurs en rivière maîtrisent. Elle nécessite une bonne connaissance de la nature. Il faut savoir lire l'eau et ses courants, repérer les trous d'eau, les caches et les zones où les truites sont à l'affût, afin de mettre son fil au bon endroit et arriver à tromper le poisson. Car tout le principe de cette pêche ancestrale repose sur les mouvements d'un leurre imitant un insecte s'abreuvant à la surface de l'eau. Cela demande beaucoup de technique et un matériel adéquat, mais aussi de l'observation et une bonne dose de savoir-faire. Paul tient ce savoir de ses aïeux et de la communion qu'il entretient avec la nature depuis qu'il est né. C'est un véritable homme des bois, rompu aux techniques de survie dans cette Corse montagneuse qu'il parcourt depuis ses tendres années. Ses pentes raides et escarpées, ses éboulis et ses forêts denses forment son terrain de jeu préféré. Et je sais qu'il nous réserve encore bien des surprises, issues des jeux de son enfance. Piti, piti, piti. Ah, te voilà, te voilà. On bougea. Ah, c'est bon, j'en ai un. Fais voir. Attends. Fabé. Ne tire pas trop, hein. Attends, viens. Attends, descends. Come le bello. Je vais te montrer à tata Karine. Elle ne connaît pas le bédriaga. Viens voir. Je vais rien te faire. Vas-y, va. Comme il est joli. On va le calmer. Ouais. Oh là, il est tout... Salut, si je suis il a bon. le cœur qui palpite. Tu es un chasseur remarquable. Chasseur de lézards. Il y en avait plein là-haut. Je crois que j'en ai vu même encore ici. Ici. On se pose. Ah, mettez des aiguilles. Regarde. T'as vu, j'ai fait un nœud coulant. Après, je t'explique. Hein. Bah oui, regarde, c'est pas comme ça. Ouais, impeccable. Regardez comme il est beau. C'est une Tu belle vois, couleur. ça, c'est un lézard de Bédriague. Unique au monde. Il est endémique à la Corse. Hein. Ça m'a l'air d'être un mâle. Dis donc, il est Attends, vif. Ouais, il faut le calmer un petit peu. C'est un mâle parce que déjà, il a le corps assez large. Bon, il n'est pas très gros, parce qu'il y en a des plus gros. Hein. Ouais. La femelle, elle est un peu plus foncée sur le côté, et lui, il a plein de taches au milieu. En tout cas, il a une longue tête bien pointue. Il se dorait au soleil. Il brillait. Il est magnifique, ce lézard. Et c'est normal qu'il soit en montagne, tranquille et seul, parce qu'il y en avait plusieurs. Et par contre, il n'y a pas d'autres lézards ici. Hein. Tu sais qu'on le retrouve souvent vers les sommets. Sur le Cinto, là, il y en a beaucoup sur le massif. Il aime l'altitude. Ouais, il adore l'altitude. Et parfois, on le retrouve même au bord du littoral, dans certaines zones de la Corse. Hein. Mais il est quand même très gros, ce mâle. Ouais, c'est vrai. Mais tu es sûr que c'est pas une femelle enceinte? Non, je pense pas. Mais tu sais, là, l'accouplement s'est fait il y a quelques mois. Et donc ça doit être un jeune mâle, peut-être. Ne tire pas trop, ne lui fais pas de mal. Regarde son cou.
Alors, il faut faire un nœud coulant avec un graminé assez long, vert. Tu sais, vert, pourquoi? Parce que si tu en prends un sec, quand tu vas tirer, tac, il casse. Et moi, depuis tout petit, mon papa il m'apprenait à capturer les lézards. Et tu as vite fait là, hein, tac. Moi, je ne suis pas herpétologue, mais je m'y connais un petit peu. Après, tu vois, il faut le calmer et les relâcher. Il est trop joli. Magnifique. Allez, viens. On retourne le mettre. Tu veux le remettre sur sa pierre? Eh oui. Bon, tu sais, il va retrouver sa maison. Hein. Ouais, mais chaque lézard a une zone, un habitat, une maison. Bon, moi, je vais essayer d'en attraper un aussi. Allez, rentre à la maison. Tu voulais. Il y en a un autre. Hein. Les randonneurs qui traversent aujourd'hui les montagnes insulaires, empruntant le célèbre tracé du GR20, ignorent pour la plupart toutes les richesses cachées de ce parcours et toutes les joies simples qui pourraient l'égayer. Ils sont dans la performance sportive, le dépassement de soi, l'endurance et la souffrance physique, s'interdisant bien souvent de communier avec la nature et de s'y ressourcer. Ils sont bien loin de l'esprit des bergers et des montagnards d'autrefois et de tous les amoureux de la nature qui, comme Paul, savent prendre le temps d'observer la vie et de contempler toutes les merveilles discrètes de cet univers d'apparence hostile. La montagne insulaire est un monde à part qu'il faut apprendre à lire et à connaître, mais qui offre à ceux qui le méritent un enchantement des plus étonnants. Il existe au cœur de ce paysage de cimes dénudées et acérées, de crêtes arides et inhospitalières, de véritables coulées de verdure, comme des jardins secrets. Ce sont des zones d'estive naturelles, couvertes d'une herbe épaisse et bien grasse, où les bergers d'antan amenaient leurs troupeaux durant les chaleurs de l'été, fuyant un littoral grillé par le soleil. Ces jardins secrets sont une des merveilles de la montagne insulaire, des havres de paix et de bien-être au milieu du désert, des petits paradis pour les animaux et pour les hommes qui les accompagnent. À l'époque où la transhumance était un mode de vie, les bergers se retrouvaient en nombre dans ces territoires cachés. Et la montagne s'habillait des robes des troupeaux et se teintait des clameurs des hommes, des rires et des chants d'une société pastorale alors bien vigoureuse. Sant'Agnolo, réponds-moi! Sant'Agnolo, che parle! Ton fio! Peut-être par là. Sant'Agnolo, réponds-moi! Sant'Agnolo, réponds-moi! Sant'Agnolo, che parlo! Ton fio! T'entends? Non? Enfin, je t'entends, mais là, j'ai beau tendre l'oreille, j'entends rien. Par contre, toi, oui, je t'entends. Bien. Ah. D'habitude, il est là. Hein. Aujourd'hui, il ne se montre pas. C'est mon ange gardien. Hein. Bon, j'en ai deux. J'ai Sant'Agnolo et tout. Et derrière moi, toujours derrière moi, il y a Spiritil. Ah, lui, il est beau. Tout joufflu, tout petit, un enfant. Hein. Il est tout nu avec des ailes. C'est que ces histoires. Spiritil, oui, il parle pas beaucoup. Hein. Je l'entends pas. Comme tout le monde, hein. Chacun a ses anges gardiens. Et d'où il y en a. Incroyable. 2 pour toi. Et ça, aujourd'hui, on oublie tout. On oublie tous ces saints. Sant'Agnolo, Sant'Antone. On vit dans un monde moderne. Hein. Monde des machines, monde de l'industrie. Et ouais, les cousins, oh Dieu.
Puis, d'ailleurs, Saint-Ange, qui c'est qui le connaît? C'est un saint très important au Moyen-Âge. Tu sais qu'il était quand même contemporain de saint François d'Assise. Oui, mais pas tout le monde sait qu'il avait fait ses classes dans une confrérie sur le mont Carmel, hein, c'était un carmélite. Mais enfin, tout le monde sait qu'Ange avait accompli des miracles durant ses voyages en Palestine. Mais lui n'aimait pas trop tout ce monde-là. En fait, comme la plupart des carmélites, il menait une vie d'ascète. Il prêchait la pauvreté. Et lui avait été envoyé à Rome pour défendre les causes de son ordre. En fait, il s'agissait d'obtenir la confirmation des ordres donnés aux ermites carmes par Albert de Jérusalem. Ouais, puis à l'époque, il y avait beaucoup d'autres ordres, hein. Puis, ils étaient tous adoubés par le pape. Ou sinon, ils étaient considérés comme hérétiques. Et là, papa. C'est pour ça qu'il avait été envoyé à Sicile, parce qu'à cette époque-là, c'était les rois normands qui gouvernaient. Ça faisait plus de 2 siècles qu'ils étaient là. Et ces rois normands étaient certes des chrétiens, mais ils n'obéissaient pas trop aux règles de la chrétienté et vivaient un petit peu à l'oriental. D'ailleurs, ils avaient même des harems. Ça devait pas trop plaire au pape, ça, hein? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Et puis en plus, à cette époque-là, il y avait des luttes entre les rois normands et la papauté. Il ne faut pas oublier qu'on était au XIIIe siècle. Et tout ça pourquoi? Eh bien, pour des territoires. Parce que la terre, c'est la richesse quand même. Faut pas l'oublier. Ah, ça, c'est sûr. D'autant plus que le royaume de Sicile, à cette époque-là, s'étend jusqu'aux États pontificaux. Et le pape, quand même malin, il œuvrait en secret pour que ce royaume tombe entre les mains des Angevins, qui pour lui étaient quand même des alliés beaucoup plus sûrs. Et du coup, il a envoyé Ange pour remettre tous ces seigneurs normands et leurs vassaux dans le droit chemin. Mais avec les Normands, il a dû avoir des problèmes, non, Sant'Agno? Ça, c'est sûr, hein. Parce qu'à peine arrivé là-bas, il y a eu de très gros problèmes avec un seigneur qui avait été accusé d'inceste. Et figure-toi que ce seigneur-là a profité un jour que Ange était en train de prêcher dans son église. D'ailleurs, c'était dans un petit village, c'était Saint-Jacques de Licata, près d'Agrigente. Il était en train de faire sa messe, et là, ce seigneur est entré et l'a tué de plusieurs coups d'épée. Ton histoire est triste, Sant'Agno. En même temps, aujourd'hui, toutes les montagnes quasiment portent ton nom. D'ailleurs, elles devraient toutes s'appeler Sant'Agnolo di Gui, Sant'Agno di Gula. Et ouais, il n'y avait pas que Sant'Agno, hein. Tu sais, tous les passants, les marchands, les randonneurs aussi, les bergers. À chaque col, un petit oratoire, une petite croix pour prier Sant'Agno et d'autres saints, hein. Sant'Antonio di Badù, Sant'Antonio di Uboco, San Pedro, San Paolo. Et tout ça, pour que les saints leur apportent la bonne fortuna, pour qu'ils puissent parcourir les montagnes de Corse sous la bonne protection du Seigneur, bien sûr. Et spirité ne parle pas beaucoup. Et si m'ouvrez ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Tu aurais pu me mettre des choses dans le sac. Tu vois pas qu'il manque la moitié. Faut spiriter. En même temps, c'est grâce à toi que j'ai pu devenir un grand dessinateur. Parce que sans toi, je ne serais rien. Merci. Hein. Ça y est, maintenant il parle à son ange. Ange, priez pour nous. Veillez sur nous tout au long de ce périple à travers la Corse. Et puis surtout, protégez-nous des orages, des tempêtes, des bêtes sauvages, des pierres qui roulent. Amen. Vous pensez à moi? Pourquoi? Fais-moi, je vous salue, et aussi à notre Père. Comme l'a remarqué Paul, chaque col ou croisée des chemins en Corse possède son oratoire et chaque sommet sa croix, pour rappeler aux passants que cette terre prodigieuse est placée sous la protection divine et pour permettre aussi aux voyageurs d'honorer leurs saints dans ces territoires isolés où les églises et les chapelles font défaut. La société traditionnelle insulaire était une société très pieuse et très respectueuse des calendriers liturgiques et de leurs rites. Nul ne s'aventurait sur ces chemins difficiles sans avoir bien pris soin de respecter la tradition religieuse. Ici, dans le Nord,
il était de coutume d'attendre le 13 juin, date de la Saint-Antoine, avant de partir en transhumance, afin de se placer sous la protection du saint homme et surtout d'éviter son courroux. Et lorsque les bergers redescendaient des montagnes à la fin de l'été, il était également de coutume de vendre l'animal de tête qui avait conduit le troupeau, au profit de saint Antoine pour le remercier de les avoir protégés tout au long du périple. Karine, tu devrais noter, mais tu mettras toujours le jeu à la première personne. Je pourrais dire que sur cette partie des montagnes corses, dans le nord, près du massif du Cinto, eh bien, on a cette roche, regarde, qui est là, que j'ai trouvée bien sûr. Elle est très rouge, hein. Qui est de l'inibrite et qui est quand même représentative de ces lieux. Il y en a partout, regarde ces perriers. Mais ça ressemble beaucoup à la rhyolite, je trouve. Oui. Mets bien le jeu, hein. Oui. Ne l'oublie pas. Le 24 août, jour de la Saint-Barthélemy, J'ai découvert sous la Punta Mouvraille le pierrier composé d'inibrite. Oui. Inibrite. Ouais. Tu l'es d'abord tout. Tiens, fais voir le marteau. Tu veux la loupe? Non, c'est bon, tout à l'heure. Oui. Regardez comme ça sonne cru. Et dire que tout ça, toutes ces montagnes qui sont au-dessus de 2000 mètres, sont composées de roches magmatiques. C'est intéressant, hein? Ah oui, oui. Et tout ça, c'est issu du refroidissement d'un magma liquide. J'ai découvert l'inibrite. En même temps, sur cette partie nord-ouest de l'île, ben, ces roches-là, on va dire qu'elles ont refroidi en surface. Oui. Et ça va donner cette roche volcanique. Par contre, dans le sud, quand tu arrives vers le Monte Renose, là tu auras des roches différentes parce qu'elles auront refroidi en profondeur. Et on appelle ça les roches plutoniques. Elles n'ont pas la même couleur du tout non plus. Non, non. Bon, tu en retrouves aussi l'inibrite. Hein. T'imagines la puissance du magma liquide. Hein. C'est quand même impressionnant hein, de dire qu'il y a des millions d'années, à l'intérieur de la Terre, ça bouillonnait. Il y a des petits morceaux brillants dessus, on dirait. Ça, c'est du petit quartz, tu vois, du mica blanc. Mica blanc. Ouais. T'imagines, Quartz. c'était bourré de silice, c'est très visqueux. Il y avait des gaz qui étaient prisonniers à l'intérieur. Et ils ne s'échappaient pas, uniquement quand il y avait des fortes pressions. Et là, ça donnait des roches volcaniques issues d'un volcanisme, non pas par, c'est comme des coulées de lave, mais c'est surtout des explosions. Des explosions, des projections, comme des nuées ardentes. Tu imagines qu'ici, il y a des millions d'années, des grosses nuées ardentes avec des expulsions de pierre, un petit peu partout. En tout cas, je note la jolie couleur rouge. Ouais, rouge, c'est vrai que le rouge domine. Hein. Le rouge parsemé de jaune. Ouais. Tu as vu comme ça ressort bien? C'est le lichen. C'est vraiment très joli. Un peu granuleux. Le lichen saxicole. Ouais. Et ça, c'est souvent la première matière organique qui vient se déposer sur un support. En fait, c'est l'habitat de tout petits insectes vraiment microscopiques. C'est le début de la chaîne alimentaire, on peut dire. Chaîne alimentaire. Comme les obèles. Hein. Ouais. Et puis alors celui-là, il a vraiment peu de besoins. Un peu de soleil pour la photosynthèse, des sels minéraux et un peu d'humidité. Ouais. Et puis en plus, on le retrouve vraiment partout. On en retrouve sur les glaciers, sous la mer même. Et puis évidemment, ici, il y en a partout. Regarde comme c'est joli. C'est tout tacheté de jaune. Sur ces matifs déchiquetés. Jaune et rouge. C'est stupéfiant. Hein. Je devrais rester tout le temps avec la loupe, tu vois, comme ça. Oui, c'est pas mal. Le monde du tout petit.
note qu'il y a des petits êtres vivants. Hein. Microscopique même. Tout autour du massif d'Asco, des formations rocheuses annulaires délimitent une ancienne caldeira, la plus grande d'Europe, aujourd'hui totalement érodée. Il s'agissait d'un immense cratère volcanique datant de l'époque où la Corse était encore rattachée au massif de l'Estérel, en Provence, il y a des millions d'années. Ce cratère n'est plus visible dans le paysage, mais les laves figées qui l'entouraient jadis sont toujours bien présentes, formant une bonne partie de cette montagne au reflet rougeâtre. Au milieu du granit se trouvent ainsi de grands filons d'ignimbrite, de rhyolite, de tuf. Autant de témoignages d'éruptions anciennes, violentes et destructrices. Et lorsque la brume envahit les sommets arides de ce massif, on s'imagine aisément voir jaillir des fumerolles de cette terre rougie, comme si le volcan qui occupait hier ces lieux était à nouveau en activité, prêt à déverser son magma en fusion sur l'île tout entière. La marche, c'est simple. Bien sur ses appuis, bonne posture. Pas courbé hein, avec le sac comme ça. Hein. Non, il faut pas tenir tout avachi, enfin. Et un bon planté de bâton. Oui, Ça, avec délicatesse, comme les lords. je sens bien, quoi. Ah, moi je suis prête, je suis toujours prête. Et surtout quand on se rapproche de pics comme celui-ci. Regarde-moi ça. Ici, il est puissant. Hein. C'est haut ça. C'est pas n'importe lequel, parce que celui-ci, il symbolise le début de l'alpinisme en Corse. Et d'ailleurs, il porte le nom d'un alpiniste de renom, Félix Van Cube. Alors lui, c'était un alpiniste allemand. Il est arrivé en Corse, en 1899. Et là, petit à petit, s'est installé dans la région d'Asco. Et il a gravi, un après les autres, tous les sommets du massif du Cili. Et chaque année, il revenait. Il a ouvert des voies d'escalade, il a fait les voies les plus difficiles. Tiens, des gants, tout d'eau. Les premiers clubs alpins étaient anglais et suisses, je crois. Et on m'a parlé d'un, des Alpine Club, qui a été créé en 1860. Et ils sont venus en Corse et ils ont parcouru de très très nombreux sommets entre les années 1880 et 1900. Ouais, je pense que c'est vrai, mais c'est pas eux que la postérité a retenu. Hein. C'est moi, Polo. Tu as perdu la raison. Paul, tu as perdu la raison! Alors mon Polo, Je nage très gadou. on voulait rentrer dans les annales? Non, finalement, je vais laisser tomber ce sommet. Je vais faire comme les Anglais, quelque chose de plus simple. Hein. Raisonnable. Ah ouais, plus raisonnable, comme le Monte d'Or, tu vois, au Lincudine. C'est vrai que les Anglais, il y en avait beaucoup. Hein. T'imagines les bergers qui déjà fréquentaient la montagne, ils étaient mis à d'une l'église. Ils devaient les prendre pour des fous. Ils les regardaient à tiper, escalader. Mais c'est vrai que des sommets comme ça, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Là, j'en peux plus. Eh ben dis donc. Et puis c'était dur à gravir. Comment tu voulais y arriver? Tu te rends compte un peu l'équipement qu'il faut? Et Il te faut les chaussures, les cordes, les crampons, les piolets des fois quand il y a la neige. la panoplie de l'alpinisme. Bah oui, mais c'est vraiment un sport. C'est un sport dangereux en plus. Alors bon, tu imagines bien que les bergers n'étaient pas là pour faire ce genre de choses. Eux, s'ils étaient en montagne, c'était vraiment pour travailler, pour garder leurs moutons. Oui, la technique, hein, ils n'en avaient pas besoin. Hein. C'était évident. Mais c'est pour cela qu'on a retenu Félix Van Cube, ce jeune Allemand qui est né à Menton, donc il parle le français. Mais ici en Corse, à l'époque, on ne parle pas trop le français. Hein. Donc il se met à apprendre notre langage, à lingua gursa. Non. Et oui, il y arrive. Hein. Et là, les bachetors, ils lui renseignent.
Ils lui disent, tu l'as d'aiguille, c'est la montagne à Goula, tu l'as passé au Djirkougui. Et là, il est imprégné du massif. Ah oui. Alors lui, c'est un universitaire. Il est docteur, ne l'oublions pas, en médecine, au DIP. Et il va fréquenter un club alpin universitaire. Et c'est avec ce club alpin qu'il va venir pour la première fois en Corse en 1899. Et il reviendra en 1902 et ensuite en 1904. Donc il connaît très bien la chaîne de montagnes du Cinto. Et là, eh bien, il va prospecter minutieusement tous ces sommets. Il va ouvrir des voies un petit peu partout. Le Cinto, la Paleorba, Capulardia, Punta Minuda et Punta Rossa, que l'on appelle aujourd'hui le Pic Van Cube. Pic Van Cube, donc c'est pas un surnom. Il s'appelle vraiment comme ça maintenant. Il y a oui. des personnes qui l'appellent encore Punta Rossa. Oui, moi je l'appelle Punta Rossa, mais comme j'aime bien Félix, parce que pour moi c'est quelqu'un d'exceptionnel, un alpiniste hors pair, c'est un modèle d'aventurier. C'est vrai. Puis en plus il a fréquenté par la suite la Corse, il a fait d'autres massifs, il est venu plusieurs fois, jusqu'après la Première Guerre mondiale. Félix. Il y a vraiment quelque chose de magique à vouloir monter tout en haut de ces pics rocheux. Oui, Karine, il y a bien quelque chose de magique à vouloir conquérir ces sommets inaccessibles et se hisser sur le toit du monde. Cela s'appelle le défi, l'ambition, parfois la vanité. Mais c'est le propre de l'homme que de vouloir vaincre et dominer la nature qui l'entoure et de se prouver qu'il est capable des plus beaux exploits. Car c'est en réalité la compétition entre les hommes qui les a poussés à conquérir tous les sommets de la planète. À une époque où la bonne société des villes industrielles retrouvait les valeurs du sport de plein air, les clubs alpins nouvellement constitués se mirent à s'affronter aux quatre coins du monde pour gravir les plus hauts pitons et conquérir un monde qui jusque-là faisait peur. Un royaume perdu au-dessus des nuages, où jamais humain ne s'était aventuré. Et si la Corse conserve une altitude modeste au regard des plus grands massifs montagneux de notre globe, elle représente en réalité un merveilleux terrain d'entraînement. Elle, qui possède sur ses cimes une multitude de pointes dressées à la verticale, que l'on peut gravir sous toutes les coutures, avec une infinité de variantes possibles. Ce sont ces cimes dentelées qui ont attiré les clubs alpins de toute l'Europe au début du XXe siècle, transformant alors la montagne en un terrain de compétition gigantesque. C'est vraiment incroyable ici. C'est stupéfiant. Ouf. Ce que peut faire la nature. Et là, on est sur la Bocca do Maginesca. Et dans tout Maginesca, il y a Tom, en référence à la tomette. La tomette de couleur rouge violacé. Et là, devant toi, tu n'as que des pierres de cette couleur. Et quand le soleil éclate dessus, c'est magnifique. Et en bas, le cirque de la solitude, qu'on appelle en Corse i Gacchettoni, parce que c'est une forme de longue caisse comme ça. Ce cirque est vraiment très impressionnant, très profond. Et il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Oh non, on se croirait quand même sur une autre planète ici. Ça, c'est Zeus, le dieu des dieux, avec son foudre. Il a fait la crevasse et créé le cirque. Je crois surtout que la formation de ce cirque est due à un ancien glacier, non? Ouais, c'est plutôt ça, à vrai dire. Et oui, parce que tu avais un glacier énorme là. Et le poids de la glace et les mouvements ont fait creuser ce cirque. Ça, c'est le témoignage de la dernière glaciation. Pas une herbe, pas une plante, du granit et rien que du granit. À perte de vue devant nous, un désert de granit étincelant, chauffé comme un four par un furieux soleil qui semble exprès suspendu au-dessus de cette gorge de pierre. Quand on lève les yeux vers les crêtes, on s'arrête, ébloui et stupéfait.
Elles paraissent rouges et dentelées, comme des festons de corail, et le ciel au-dessus semble violet, lilas, décoloré par le voisinage de ces étranges montagnes. Ça, c'est pas de toi, c'est de Guy de Maupassant, hein? Exactement. En tout cas, c'est beau. Hein. Oui, eh bien figure-toi qu'il a écrit en 1880 lorsqu'il est venu ici. Et ensuite, il est revenu en 1881 et il a écrit encore plein d'autres choses. Mais moi, finalement, Guy de Maupassant, je l'aime bien. Parce que ses écrits montrent bien la beauté de notre montagne insulaire. Oui, mais il n'a pas parlé que des montagnes. Il a beaucoup écrit sur Évisa, sur Cargèse, sur la Balagne aussi beaucoup. Et bien évidemment, sur les montagnes de l'île qu'il a parcourues avec des convois de muletiers accompagnés de guides. Ouais, ici, ça m'étonnerait que Guitou soit monté, parce que les mules et les chevaux, là, c'est pas possible. Et puis, comment tu franchis le cirque de la solitude et Gachetoni? Impossible. Non. Il a dû prendre le chemin de transhumance de l'autre côté du Chin, à mon avis. Les bergers ne venaient pas là. Qu'est-ce qu'ils allaient faire ici? Il n'y a pas d'herbe pour les chèvres. Hein. Non, c'est sûr. Que des cailloux. Par la pierre. Eh bien, moi, je vais rester là. Je vais m'imprégner et prendre l'énergie de cette roche, réfléchir ce que je vais mettre à l'intérieur de mon ouvrage. Et on va rester là tout seul dans le cirque de la solitude. Toi et moi. Eh bien, dis donc. Et ça, la montagne. Et moi, je vais continuer d'avoir froid. Ressentez-vous, les amis, l'atmosphère prodigieuse qui se dégage de ces lieux. Voyez comme ces rochers dressés prennent l'apparence d'être pétrifiés, comme si cet univers minéral était peuplé d'une faune mystérieuse, faite des mêmes matériaux, vivant au rythme presque figé des temps géologiques. On se sent en réalité bien petit lorsqu'on contemple un tel spectacle. Petit et frêle, étranger dans un monde surhumain qui renvoie au chaos originel, à la genèse de toute chose. Sachez alors, les amis, que c'est sur ces cimes décharnées, sur ces écailles dressées comme les tours d'un château céleste, sur ces trônes de fortune faits de roches éruptives, que vivent les esprits qui veillent sur la Corse. S'il est vrai que les dieux habitent les plus hauts sommets du monde, alors c'est bien ici, sur le massif du Cinto, le plus majestueux de tous les sommets insulaires, que demeurent les esprits bienveillants qui protègent l'île. C'est ici, au contact des nuages, que le socle de cette terre puise sa force, que naissent les sources et les rivières qui abreuvent la montagne, que naît la vie qui inonde les vallées jusqu'au littoral.